Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Les nouvelles de Mme Nyakadé. Nous sommes toujours dans la rubrique des informations. Les nouvelles de Mme Nyakadé. La dernière fois, quand j'ai abordé le sujet, j'avais oublié de vous dire que sa maison, je l'ai partagée. J'ai partagé cette information avec ceux qui sont dans ma liste de diffusion. Son domicile à Tokyo Solidarité a été scellé. Ils ont sorti tous les enfants, ils ont mis un ruban autour de la porte ou du portail comme si c'était un lieu de crime. Et les enfants n'ont pas pu avoir accès à la maison pour prendre leurs effets nécessaires avant que la maison ne soit scellée. Je donne un exemple, le fils de Mme Nyakadé, Jonathan par exemple, dont l'ordinateur a été bloqué par la DPJ alors qu'il a besoin de son ordinateur pour ses études, puisqu'il est étudiant à IPNet, il fait un master en cybersécurité, ils ont bloqué son ordinateur. Il a tous ses effets personnels qui sont bloqués dans la maison. Il est parti pour chercher les effets. Les soldats qui sont devant ont refusé qu'il ne peut pas avoir accès à la maison. Tout est bloqué dans la maison. Ses habits, tout, ses chéquiers, tout, c'est bloqué dans la maison. Et un de leurs frères, qui était parti dans un pays voisin, je pense que c'est Accra, pour participer à une compétition, il n'était pas là quand on a arrêté leur maman. Le temps de revenir, quand il est revenu à Lomé, il a trouvé la porte close. Tous ces documents sont dans la maison, impossible de rentrer. La dame elle-même, quand elle avait besoin de ses effets personnels, puisqu'elle a été placée sous mandat de dépôt, les gens sont allés dans la maison pour chercher ses effets personnels pour lui amener à la DPJ. On dit impossible de rentrer dans la maison. Tout est bloqué dans la maison. Donc, il n'y a pas moyen de rentrer dans la maison aujourd'hui pour prendre ne serait-ce que les effets personnels des uns et des autres, ni des enfants, ni de la dame. Ils ont été obligés d'aller au marché acheter des habits et des dessous pour apporter à la dame, à la DCPJ. Et donc, cette maison est aujourd'hui sous scellée et devant la maison, il y a les militaires, c'est pas les gendarmes, qui sont assis là-bas en train de boire et de fumer tranquillement là-bas. Et où est-ce qu'elle est actuellement? Où est-ce qu'elle est détenue actuellement depuis qu'elle est placée sous mandat de dépôt? Elle est détenue dans une résidence à la Caisse nationale, à la résidence de la Caisse. Elle est détenue dans une résidence à la résidence de la Caisse. Donc, c'est là-bas qu'elle est détenue sous, c'est pas haute sécurité actuellement. Et donc, elle est détenue là-bas en attendant que, puisque une instruction a été ouverte, en attendant que l'instruction ne continue. Donc, elle est en détention dans une villa à la résidence de la Caisse. Vous savez que lorsque le général Katanga a été condamné, il n'a pas été déposé à la prison civile de Lomé ou à la prison de Kara ou dans n'importe quelle prison. Il est détenu, lui aussi, dans une villa qu'on appelle les 6 villas. Quand vous voulez rentrer après Lomé 2 pour aller à la Cour constitutionnelle, il y a une barrière des périphéries et vous avez 6 villas qui ont été construites entre-temps et vous avez une des villas dans laquelle se trouve le colonel ou le général Damiba, c'est ça, non, je ne connais plus son grade, en tout cas l'ancien président du Burkina, qui est dans une des villas là-bas, avec sa famille, et dans une villa en profondeur, Katanga est là-bas en détention, bon, avec les soldats, et voilà. Donc c'est dans une des villas, là c'est presque vers la cité Ouya, le cas Katanga, mais pour Mme Nyakadé, c'est à la résidence de la Caisse qui l'ont gardée pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question où est-ce qu'elle est détenue. Je tenais à apporter cette précision. Voilà ce que j'ai à dire sur le cas de Mme Nyakadé. Avant d'aborder le sujet sur le MCC, je vais aborder d'abord le sujet 7. Il y a cela un an,
que le député Guy Sagna a été agressé au Togo et les autorités togolaises ont promis de faire une enquête pour élucider cette agression contre un député de la CEDEAO. Un an après, on n'a eu aucune information. Et pourtant, au cours de cette agression-là, plusieurs personnes ont été blessées. Madame Adjamagbo, tous les responsables qui se retrouvaient là-bas ce jour-là, des gens ont été attaqués, blessés, et des gens, on a cassé les voitures des gens. Il y en a un aujourd'hui qui a toujours des problèmes avec son bras, qui est vraiment blessé. Et depuis, il n'y a eu aucune lumière sur cette affaire de M. Guy Sagna, qui aussi a permis aux miliciens ou à Selmba de s'attaquer à des hommes politiques togolais, dont Mme Adjamagbo et tous ceux qui se trouvaient sur le site ce jour-là. Donc, je tenais aussi à le rappeler. Alors, on va aborder le M66, le M66. Ok, merci la technique pour les images. Voilà les images assez difficiles de cette agression de Guy Sagna et tous ceux qui étaient sur le site ce jour-là, au siège de la CDPA, je pense que dans la zone de Akolesewa. Donc, au Togo, on ouvre les enquêtes, on ne les ferme jamais. Il y a des enquêtes qui font depuis 20 ans au Togo, on n'a jamais vu les auteurs. Et donc, nous sommes dans un cycle éternel d'impunité dans notre pays. Voilà, merci à la technique. Alors, nous allons parler de nos amis de M66 plutôt, qui étaient du côté des États-Unis et de New York. Avant que je n'aborde ce sujet-là, je voudrais faire quelques précisions assez importantes pour que les gens comprennent dans quel cadre des grands frères comme Dani Aïda, M. Plaka et les autres ont aidé nos jeunes frères à aller déposer des courriers aux Nations Unies. Il n'a jamais été question, quelque part, en tout cas, je n'ai jamais entendu dire quelque part que nos jeunes frères de M66 allaient aux Nations Unies pour aller parler à la tribune des Nations Unies. Je n'ai jamais entendu ça. Si quelqu'un a une fois entendu, que la personne le dise. Moi, je n'ai jamais entendu où il a été dit quelque part que les Tokovik PC allaient aux États-Unis pour aller à New York pour aller parler à la tribune des Nations Unies. Les assemblées générales des Nations Unies, c'est tout un cadre. C'est un cadre de contact. C'est le seul endroit pendant 2 semaines où tous les États se retrouvent. Et dans les dispositions de la SDN, là je retourne dans l'histoire, de la SDN, et même plus tard de l'ONU, il y a toujours une porte que l'institution a toujours ouverte pour les peuples. Et quand je parle des peuples, les ONG, les associations, les individus. Et c'est cette porte-là que plusieurs peuples ont toujours saisi quand il s'était agi des questions d'indépendance, de faire des pétitions en direction de l'ONU. Et le Togo étant un pays qui a beaucoup utilisé les pétitions pour attirer l'attention de l'ONU pour son indépendance, les Togolais devaient savoir qu'en dehors des États, les peuples ont toujours eu accès à l'ONU, d'une manière ou d'une autre. Et c'est même dans les textes de l'ONU. Il est dit dans les textes de l'ONU que les personnes, les groupes, les ONG peuvent déposer des plaintes aux différentes branches de l'ONU. C'est écrit en anglais. The individuals, groups, or NGOs can also submit complaint directly to specific human rights council under the complaint procedure. Donc, c'est écrit dans les textes. Et quelqu'un comme Dani Aïda, qui est dans le mécanisme des Nations Unies depuis 20 ans, ne peut pas amener nos petits frères pour se promener aux Nations Unies, quand même regarder les immeubles à New York. Donc, quand il y a une grande conférence des Nations Unies, notamment à New York, les États ont la parole dans la salle. Mais en dehors de la salle, il se passe énormément beaucoup de choses. C'est les rendez-vous que vous prenez d'avance avec les représentations permanentes, parce que chaque État a une représentation permanente qui est ouverte. Toutes les branches de l'ONU ouvrent leurs portes, que ce soit le PNUD,
que ce soit l'UNICEF, que ce soit le HCR, que ce soit, je ne sais pas comment on les appelle, toutes les branches de l'ONU que vous connaissez ouvrent leurs portes. Et donc, la seule condition d'être reçu, c'est que vous preniez un rendez-vous d'avance. La FAO, tout ça là, voilà, tout ce que vous connaissez, tout, parce que c'est le seul endroit où tout le monde vient et l'ONU ouvre toutes les portes. Maintenant, ce qui se passe dans la grande salle, ce qui se passe dans la grande salle, c'est seulement le discours qu'on envoie au peuple du monde. Parce que la grande salle, c'est la seule tribune où tout le monde vient parler. C'est le seul endroit où tu viens dire n'importe quoi. Tu peux même te lever, insulter Donald Trump alors que tu es aux États-Unis. Personne ne te fera rien. Parce que c'est ton heure de parler. Tu peux rester là-bas. Vous avez vu Ahmadinejad, l'ancien président iranien. Il allait là-bas, il insultait les Américains. Il disait que les États-Unis, c'est le démon de la terre, tout ça. Il jetait les papiers. Personne ne lui dit rien. Kadhafi est allé à l'ONU. Il a parlé, il a pris la charte de l'ONU, il a jeté. Personne ne lui a rien dit. C'est pas... Hugo Chavez, c'est quel pays même Hugo Chavez? C'est le Venezuela. Il est passé plusieurs fois à la tribune des Nations Unies. Il a parlé, il a insulté les Américains, il a insulté les Bush, tout ça. Il a jeté les papiers. C'est le seul endroit, c'est un défouloir. La tribune des Nations Unies, c'est un défouloir. Mais mais les choses sérieuses ne se passent pas à la tribune. Les discours, tout le monde vient prononcer son discours, il parle. Et les discours qui attirent plus d'attention, c'est les discours des puissances. Si les États-Unis parlent, si la Russie parle, si la France parle, si le Brésil parle, si l'Australie parle, si l'Allemagne parle, si la Chine parle, ces discours sont très suivis. Après, quand il y a les petits pays qui viennent parler, les gens quittent même la salle. Vous avez vu Robert Doucet, quand il parlait, il n'y avait personne. Parce que les vraies choses ne se passent pas dans la salle. La salle, c'est juste pour les discours. Après, c'est tous les rendez-vous qu'il y a tout autour de l'événement. Tous les hôtels qui sont à côté, les permanences que les Nations Unies ouvrent pour tous ceux qui viennent déposer des dossiers. Je donne un exemple. Nous, au niveau de la presse, moi, en tant que journaliste, on a fait des plaidoyers. Au niveau de la presse, quand il s'était agi de faire de lobbying à l'ONU pour qu'on criminalise les crimes contre les journalistes, on est allé voir le groupe aux Nations Unies qui s'occupe de la presse, de la liberté de presse. Et il faut prendre rendez-vous. Si les gens sont libres, ils vont vous recevoir. S'ils ne sont pas libres, ils vous diront plus tard. Donc, si vous arrivez aux Nations Unies et que vous voulez rencontrer les gens qui sont tout autour des événements, parce qu'il y a des permanences qui sont ouvertes, vous prenez rendez-vous 2 semaines avant. Vous voulez voir, comment on appelle ça, la permanence de la France, vous voulez voir la permanence des Nations Unies, vous voulez voir la permanence de l'Union européenne, vous voulez voir la permanence même de l'Union africaine, vous voulez voir la permanence de la CEDEAO, vous voulez voir la permanence de l'Allemagne, vous envoyez un mail. Après, vous voulez voir les branches de l'ONU, le HCDH pour les droits de l'homme, la FAO pour l'agriculture, le PNUD pour le développement, le HCR pour les réfugiés, et le Conseil des droits de l'homme pour les femmes qui sont, tout ça, le côté environnement, toutes les permanences sont ouvertes. Et ça ne se passe pas dans la salle. Ça ne se passe pas dans la salle. Le BIT, le bureau du travail, parce qu'il y a les syndicalistes qui ont voyagé. C'est le seul endroit où tout le monde vient faire son plaidoyer. Les aborigènes d'Amazonie, d'Australie, qui veulent introduire, qui veulent saisir des branches de l'ONU pour se plaindre de comment on est en train de détruire la forêt. C'est là-bas où ils vont. Les femmes qui sont victimes d'excision, ils vont saisir la branche de l'ONU qui s'occupe des droits des femmes. Ou bien ils vont choisir les États, ils vont voir les États qui font la promotion de cette... Généralement, les États scandinaves. Quand vous voulez vraiment faire porter une cause liée aux femmes, les gens vont saisir la Finlande, la Suède, le Danemark, qui ouvrent leur permanence à l'ONU. Vous avez tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui vont voir l'OMS. Est-ce que vous voyez tout ça dans la salle? Ça se passe dans la salle. Tout ce que je dis là, vous voyez ça dans la salle. Macky Sall a animé un grand forum en marge de l'Assemblée générale sur le climat. Parce que Macky Sall est aujourd'hui le représentant, je ne sais pas quoi, pour le climat, tout ça. Il a animé une grande conférence. Vous pouvez aller sur la page de Macky Sall, qui a rassemblé des pays comme le Kenya, tout ça là, sur le climat. C'est dans la salle. Donc, il faut connaître les mécanismes par lesquels on fait des démarches en dehors des États vers l'ONU.
et savoir comment est-ce qu'on introduit les documents à l'ONU. Il était important que je rappelle ce mécanisme-là, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que nous-mêmes, les journalistes, on a couvert beaucoup d'événements. Et on sait comment ça se passe. Donc, Dani Aïda, par exemple, c'est l'un de nos compatriotes qui a piloté longtemps le NDI. Et le NDI est impliqué dans plusieurs mécanismes de la paix, des conflits, de résolution des conflits. Il est resté longtemps en RDC, un grand pays en conflit. Avec les autres ambassadeurs, ils ont participé à tous les mécanismes. Ils sont rendus plusieurs fois à l'ONU. Donc, Dani Aïda, par exemple, ne peut pas sacrifier 10 jours de son boulot, acheter un billet d'avion et aller dans les rues de New York pour admirer les immeubles. Parce qu'il n'a jamais vu les immeubles. Monsieur Placard, qui est un grand cadre togolais aux États-Unis, ne peut pas mettre en parenthèse ses activités pour venir se promener en veste dans les rues de New York parce qu'il veut regarder les immeubles. Il y a bien d'autres personnes qui les ont accompagnés. Et donc, c'est fort de ces mécanismes de saisie-là que ces grands frères-là ont aidé nos jeunes du M66 à aller déposer des documents. Ils ont sollicité des rendez-vous. Ceux qui sont disponibles les ont reçus. Ceux qui ne sont pas disponibles ont reçu leur courrier. Parce que ce sont des gens qui ont compris que partout, le gouvernement togolais va aller pour dire que tu vas bien au Togo, eux, ils vont apporter la vérité. C'est le travail qu'ils sont allés faire. Vous avez vu Robert Doucet qui est parti dire que tu vas bien au Togo. Mais à partir du moment où vous avez un ministre des Affaires étrangères qui va dire que tu vas bien au Togo, si vous n'apportez pas une information contraire, par exemple les prisonniers politiques, les gens qui meurent en prison, les gens qui sont torturés, comment est-ce que les autres sauront que le pays ne va pas bien? Il faut apporter quelque chose de contraire. Et rassurez-vous que tous les documents que les pays ont reçus, ils vont les remonter à leurs dirigeants. Et c'est ce travail-là qu'ils sont allés faire. Il n'a jamais été question de pouvoir, voilà, sur place. Je vous passe les images. Voilà tous les courriers avec les adresses de tous ceux qu'ils ont distribués sur place. D'abord, le mémorandum, donc, qui résume la situation politique de notre pays, dans laquelle tous les prisonniers, et tous ceux qui sont en prison actuellement, qui ont fait l'objet de tortures, sont répertoriés pour montrer quand même à tous ces gens-là ce qui se passe au Togo. Parce que le gouvernement togolais, lui, il part à l'extérieur et dit que tu vas bien au Togo. Pourquoi on n'apporterait pas la contradiction? Parce que le changement que nous voulons dans notre pays, c'est à la fois des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui vont contribuer au changement dans notre pays. Il faut que les deux facteurs soient réunis. Le changement au Togo, c'est à la fois des facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Vous avez un pays comme le Ghana qui reçoit énormément de réfugiés togolais, ou le Bénin. Ou bien il y a des Togolais qui sont au Ghana, qui sont recherchés par le régime. Si vous n'avez pas fait des plaidoyers, comment est-ce que les Ghanéens peuvent être de votre côté? Comment est-ce que les Béninois peuvent être de l'autre côté? Tout ça, c'est un travail d'information qu'il faut faire. C'est vrai que les gens sont informés par des bribes d'informations, mais il faut leur apporter des informations en profondeur pour que les gens sachent ce qui se passe. Le groupe des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est prononcé pour la libération de Kwacha. Qui les a saisis? Comment est-ce qu'ils se sont prononcés pour la libération de Kwacha? À plusieurs reprises. Ils se sont prononcés aussi pour Aziz Bouma. Il fut un moment. C'est des gens qui ont fait un travail. Donc, ce travail de nos compatriotes pour aller sensibiliser toutes ces organisations qui étaient là pour l'Assemblée générale, tous les États où ils ont pu déposer les courriers ou ceux qui les ont reçus, est un travail énorme et un travail à saluer. C'est un travail qu'il faut saluer. Quand les gens prennent leur petit temps pour apporter quelque chose à la lutte, il faut saluer ça. De toute façon, celui qui fait quelque chose dans cette lutte, il est en avance sur celui qui ne fait rien. Pourquoi si les Blancs ne font rien, on ne va jamais avancer. Il faut toujours faire quelque chose. Chaque jour que Dieu se lève, quoi qu'on puisse faire pour mettre en difficulté le régime, il faut le faire. Et c'est ce qu'eux, ils sont allés faire. Eux, ils sont allés faire ce qu'ils peuvent faire. Et le régime l'a bien compris. Le régime a bien compris que cette démarche pour eux est très embarrassante. Le régime a bien compris que cette démarche était très embarrassante.
au-delà de ce que les gens de leur bord ont raconté, le régime sait que c'est une démarche qui est très, très, très embarrassante pour eux. La preuve, ils ont sauté sur l'un des membres de la délégation. Ils ont sauté, ils ont arrêté à Lomé un membre de la famille de l'une des personnes dans la délégation. Ils sont allés enlever quelqu'un, un membre de famille de quelqu'un de la délégation pour le jeter en prison, alors que cette personne ne fait pas de la politique, ne se mêle pas de la politique. Ils sont allés enlever quelqu'un, un membre de la famille de quelqu'un qui est de la délégation, et ils l'ont jeté en prison. Ne serait-ce que pour casser le moral de cette personne, pour lui faire pression. Alors que le membre de cette, le parent de cette personne-là ne se met pas de politique, n'a rien à voir avec la politique. Ils sont allés dans la maison, ils ont cassé les choses, ils ont pris la personne, ils ont jeté carrément en prison, sans aucune forme de procédure. Parce que c'est cette personne-là qui est devant. Donc le régime a compris que cette démarche est très embarrassante pour eux. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à ce membre de la famille de cette personne-là. La personne même vous dira, la personne même vous dira au moment venu comment est-ce qu'on a enlevé son parent et comment ils sont rentrés à son domicile, ils ont cassé les choses et ils ont amené directement la personne en prison. Donc, chaque jour, les gens prennent des risques pour le Togo. Les gens exposent leur famille pour le Togo. Les gens mettent en difficulté leur famille pour le Togo. Donc, ce ne sont pas des choses que nous devons minimiser. Si le pouvoir n'a pas mal par rapport à cette démarche-là, quel intérêt ils ont d'aller enlever cette personne, enlever le parent de cette personne et le jeter en prison? C'est ça la réalité, c'est ça ce que les gens subissent. Donc, nous devons encourager, être aux côtés, accompagner ceux qui font de leur mieux. Gani Aïda, qui connaît les rouages de l'ONU, le grand frère Plaka, qui connaît les rouages de l'ONU, plus d'autres personnes ont pris des vacances pour se mettre à disposition pour accompagner nos jeunes frères. Ils sont à féliciter. Leur démarche est à saluer. Parce que pour réunir toutes les conditions, pour faire chuter un régime, il faut sensibiliser l'opinion internationale aussi. Si demain, des mouvements commencent au Togo, que les pays soient suffisamment sensibilisés pour savoir comment ils prennent position. Il faut que les gens sachent qu'il y a des prisonniers au Togo, qu'il y a des gens qui ont été enlevés au Togo, qu'il y a des femmes avec enfants en prison, qu'il y a des gens qui sont torturés en prison, qu'il y a des gens qui sont morts, ils sont depuis qui sont là en prison. Tout ça participe à sensibiliser les gens. Ne pensez pas que le Togo, c'est le Népal, hein, ou le Togo, c'est Madagascar. Chaque pays a son histoire. Chaque pays a son histoire et a sa trajectoire de lutte. Chaque pays a son histoire et a sa trajectoire de lutte. Là où certains peuples ont agi avec facilité, d'autres peuples ont agi avec beaucoup de difficultés parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Le Togo est l'un des rares pays en Afrique, après la Guinée, à avoir arraché son indépendance. Hein. La France n'a pas offert l'indépendance au Togo. Hein. Les Togolais se sont battus pour avoir leur indépendance. Et c'est pour ça que le Togo, c'est 58. Les autres pays, c'est en 60. Et la France leur a distribué ça. C'est ça qu'on appelle les gens de août, là. Vous allez voir que tous les pays qui fêtent leur indépendance, c'est pendant le mois d'août. À partir de août, là, plusieurs pays francophones fêtent leur indépendance parce que la France leur a donné ça. C'est désengagé. Mais les Togolais, ils se sont battus par tous les moyens. Par des mouvements, par des grèves, par des pétitions à l'ONU et tout, pour arracher leur indépendance avant tous les autres pays. Après tous les autres pays francophones, c'est en août qu'ils ont eu leur indépendance. Août et début septembre. Les Togolais, c'est 58. C'est une histoire particulière.
Donc, chaque pays a sa réalité. Donc, toute chose aujourd'hui qui que ce soit fait pour contribuer à fragiliser d'une manière ou d'une autre la dictature, il faut que ça soit salué. Quand Robert Doucet va dire, on va décortiquer tout à l'heure Robert Doucet, quand Robert Doucet va dire aux Nations Unies que tout va bien au Togo, si nous n'allons pas apporter la contradiction, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils vont dire que oui, les gens qui font des manifestations au Togo, c'est des bandits, c'est des fauteurs de troubles, c'est des gens qui sont de connivence avec les, je ne sais pas quoi, les terreaux. Si nous n'allons pas apporter les arguments contraires, qu'est-ce qu'on fait? Ce que les autres ont entendu, ils vont garder ça. Ils vont garder ça. Le cas de la Guinée est différent du Togo. La Guinée, c'est Sékou Touré qui a dit non à De Gaulle. Les Togolais se sont battus. Les Togolais, je parle, c'est les deux pays, j'ai dit les deux pays. Donc, c'est qu'en 8, Guinée, Togo, mais les Togolais, eux, ils sont allés au référendum. Mais le référendum n'a été que l'aboutissement d'une longue lutte. Avant que l'ONU ne dépêche d'Ouinserville, la mission d'Ouinserville au Togo, c'est beaucoup de sacrifices que les gens ont fait. Avant que la mission d'Ouinserville n'arrive au Togo pour superviser les élections de 58. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est une bataille que les nationalistes ont fait, sans relâche, avec tout ce qui s'est passé. Donc la mission d'Ouinserville que l'ONU a envoyée, ce n'est que la conséquence de toute la lutte, des pétitions que les Togolais ont menées et des visites que les Sylvanus et tout le groupement des nationalistes ont fait aux Nations Unies pour aller plaider la cause du Togo. Donc, il faut le savoir et le garder à l'esprit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'après 58, la France a décidé de punir le Togo. Parce qu'elle n'a pas distribué l'indépendance au Togo comme les autres pays. D'où l'assassinat de Sylvanus Olympio. Il faut connaître ça. C'est une longue bataille. Et donc, vous savez qu'avant les indépendances, il y avait la statue de Clémenceau à Lomé. Vous connaissez ça? Est-ce que vous savez qu'avant les indépendances, il y avait la statue de Georges Clémenceau qui était dans les rues de Lomé? Au niveau de, je ne sais pas comment on appelle ça, la rue qui passe dans la zone du commissariat pour aller vers la plage. Il y avait la statue de Georges Clémenceau qui trônait à Lomé. Et cette statue de Clémenceau, elle est aujourd'hui dans l'enceinte de l'ambassade de France. Quand vous rentrez, Clémenceau, Pompidou, c'est Pompidou. Non, Pompidou, c'est plus proche, c'est Clémenceau. Il y avait la statue de Clémenceau qui était à Lomé. Quand vous rentrez dans l'ambassade, il y a cette statue qui est à l'intérieur de l'ambassade. C'est les nationalistes qui se sont battus pour déplacer ça. Donc, il faut connaître aussi l'histoire de son pays et marcher dans les traces. Donc, que nos jeunes frères qui sont allés là-bas pour faire ce qu'ils ont pu faire, qu'ils soient salués pour ce dévouement. Et je pense que autant que nous sommes, chacun essaye de son côté de faire quelque chose. Il y a ceux qui s'organisent pour saisir la Banque mondiale, pour saisir le FMI, pour saisir la BAD par rapport au cycle d'entêtement dans lequel Ford est en train de plonger notre pays. Nous avons publié aujourd'hui un article sur notre page que vous pouvez aller lire par rapport à ce qui se passe au Ghana, où la Banque mondiale est accusée d'avoir aidé le gouvernement ghanéen à endetter le pays, est obligée de sortir un communiqué pour dire que c'est Nana Akufo-Addo qui a mal géré le pays, c'est pas eux, la Banque mondiale, qui sont responsables. Il y a ce débat actuellement au Ghana. Nous avons publié un article là-dessus. Donc, ces institutions financières, nous devons les interpeller aussi, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU. On ne peut pas continuer de déverser de l'argent au Togo qui finisse dans les poches des dirigeants qui endettent le Togo pour 70 ans, 75 ans, 80 ans. Tous ceux qui peuvent faire ces démarches, même en dehors de MCC, ils n'ont qu'à le faire. Et nous sommes en train de nous organiser pour faire des démarches comme ça. Les gens qui sont en prison et qui sont là, désespérés, il n'y a personne pour porter leur cause. On va aller à Genève pour plaider. Ceux qui peuvent aller en Allemagne n'ont qu'à aller frapper les portes. Ceux qui peuvent aller au Quai d'Orsay, partout. Chacun essaie de prendre une partie du problème, il va l'exposer là où ça peut mettre en difficulté le régime. Nos amis, les Dani Aïda,
Ils sont à DC aujourd'hui. Il y a des rendez-vous qu'ils vont prendre à Washington DC, au département d'État. C'est important. C'est important. Et toutes ces actions-là, combinées, plus ce qui se passe sur le terrain, c'est ensemble que ça va mettre en difficulté le régime. Donc, nous avons l'obligation d'interpeller le PNUD, d'interpeller la Banque mondiale, d'interpeller le FMI, d'interpeller la BAD, toutes ces institutions qui déversent des milliards au Togo, qui ne servent pas à réaliser les routes, les hôpitaux, les centres de santé, qui finissent dans les poches des dirigeants, que nous allons payer 30 ans, 40 ans, 60 ans. C'est ça la réalité de la lutte. Et parallèlement à toutes ces démarches-là, on continue de sensibiliser le terrain. Le jour où le terrain sera véritablement prêt, cette déflagration-là, elle va emporter tout le monde. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce travail-là qui a été fait aux Nations Unies. Et donc, il ne faut pas tomber dans les pièges de ceux qui disent « ouais, les gens sont partis se promener dans les rues de New York ». Togolese vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Et donc, quelqu'un qui vit aux États-Unis, ce n'est pas parce qu'il est fatigué à la maison qu'il va porter une veste avec une mallette pour se promener dans les rues de New York, pour découvrir les bâtiments de New York. Donc, voilà ce que j'ai voulu apporter par rapport à cette émission-là. Et je salue au passage notre frère Dani Aïda pour son excellent travail, son entre-gens, et le grand frère Plaka aussi, et tous ceux qui se sont mobilisés autour de nos jeunes frères, les gens qui ont travaillé sur les documents et qui ont été transmis, voilà, et tous ceux qui ont porté cette cause-là cette semaine. Et le résultat, c'est que Faure, qui avait préparé le terrain, qui avait fait voyager ses gardes-corps, qui avait informé ses ministres qui devaient se rendre là-bas, finalement, il n'est pas arrivé. Il est parti en week-end à Pia. Et selon mes informations, il était à Pia depuis hier au vendredi. Il n'est pas finalement allé à New York, alors qu'il avait ameuté tous ses ministres qui étaient prêts à voyager à la dernière minute. Il a annulé tout, il est parti se reposer à Pia. Donc, quand son avion a décollé, au lieu de prendre la direction de New York, l'avion a pris la direction de Niamtougou. Voilà, c'est important. Et donc, c'est ce que j'ai à dire dans la rubrique des informations. Je termine en disant que par rapport aux établissements scolaires, comme je viens de le dire, tous ceux qui peuvent nous envoyer des photos. Cette année, on a aidé beaucoup de gens à acheter des fournitures. Bon, ce n'est pas des choses que nous faisons sur la place publique. Je vous ai montré l'ordinateur tout à l'heure. Et donc, on n'est pas là seulement pour bavarder. Tant qu'on peut soutenir des gens, on peut soutenir des familles qui sont en difficulté. Quand on a les moyens, on le fait. Et on le faisait même depuis au Togo. Et donc, acheter des fournitures, aider les enfants, les jeunes et tout ça, acheter des cahiers, avoir des sacs, tout ça. Et on le fait. Donc, voilà. Mais on ne peut pas accepter que dans notre pays, nos enfants continuent d'aller dans des écoles qui sont en paillotes, qui sont avec des clés, où des serpents viennent cohabiter avec les élèves. Ce n'est pas normal. Donc, le ministre de l'Éducation, mon cher Kokoroko, on va lui mettre la pression pour que, bon, voilà, il puisse être au travail. Si on peut mettre aussi la pression sur le ministre de la Santé à travers les structures de santé qui sont dans un cas de délabrement total, il faut quand même, aujourd'hui, c'est avec les images qu'on va le mettre en difficulté. Donc, tant qu'on peut le mettre en difficulté, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, deuxième sujet de ce live, je vais vous jouer avec l'autorisation de la technique une vidéo de Maître Ajavon Zeus, qui est avocat dans un dossier que j'avais déjà évoqué ici, un dossier qui aussi continue de déchirer la famille Gnassingbé. Aujourd'hui, c'est une famille totalement en lambeaux. Et ce dossier concerne un beau-frère de Foi Gnassingbé, beau gendre, je ne sais plus trop, je n'arrive pas à faire la différence souvent, M. Charles Azumaro, qui est en prison depuis plus de 2 ans. Et qui est M. Charles Azumaro? C'est un expert en informatique, je pense bien, qui est en télécom, je pense bien,
qui est le mari de la sœur d'Yvonne Yassibé qui est décédée. Yvonne Yassibé qui a le dépôt de pharmacie qu'on appelle Sotomède. Alors, cette dame est décédée il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, suite à un AVC, et les structures ne se sont pas dépêchées à son chevet quand elle a fait son AVC. Et finalement, à force d'avoir été balancée à gauche et à droite, elle a fini par rendre l'âme parce que quand son mari est rentré à la maison et l'a retrouvé totalement, je ne sais pas comment on appelle ça, inconscient dans leur douche, il n'y avait pas d'ambulance pour l'amener à l'hôpital. Il a fallu que le monsieur lui-même la mette dans sa propre voiture, rouler sur les pavés de Djidjaolé là-bas pour arriver à la clinique Kodor. Et à la clinique Kodor, il faudrait faire un scanner, il n'y avait pas de scanner, il fallait l'amener à l'hôtel des lits. Donc, vous imaginez, depuis Djidjaolé là-bas pour aller à l'hôtel de lit, pour une personne qui est fragile, et de revenir, de faire de gauche à droite, finalement, elle est décédée. Et il y a eu tout un tas de rumeurs tout autour de cette affaire. Tantôt, on dit c'est le monsieur qui a empoisonné sa femme, tantôt on a fait ci, tantôt on a fait ça. On a fait toutes les analyses, les autopsies, rien ne s'est révélé pareil. Et finalement, ce qu'ils ont trouvé, c'est de dire que le monsieur n'a pas porté secours à temps à sa femme, omission de secours. Et le monsieur a été jeté en prison. Ses enfants ont été partagés par ses belles-sœurs. Il n'a plus accès à ses enfants. On l'a sorti de sa propre maison. On a vidé la maison des effets de sa femme.